que chez nous, c'est comme ça. Quand tu aides la famille, tu aides et tu n'attends rien en retour. Ce qu'il a fait pour moi, c'est quelque chose qu'il aurait fait pour sa fille. Donc, du coup, il m'a ouvert un compte bancaire. Quand ma mère disait oui, est-ce que je dois envoyer des sous? Il disait non, t'inquiète, je m'occupe de tout. Donc, c'est lui qui a après payé mon inscription. Il a ouvert un compte bancaire où tous les mois, il me mettait un peu de sous. Quand c'est comme ça, ils vont pas te demander, oui, tu participes, tu donnes de l'argent ou ta mère doit participer. Non, c'est vraiment la famille. Et ça, c'est des choses aussi qui m'ont beaucoup manqué quand je suis arrivée. Cette entraide que nous, on a chez nous. Et pourtant, c'est pas des gens qui roulent sur l'or. Mais avec le peu qu'ils ont, ils partagent. Ils partagent. Et ça, c'est des valeurs géniales, quoi. Ah, je déteste quand il fait chaud, je souffre. Et du coup, quand je dis ça à mes collègues, ils me disent, mais toi, t'es une fausse africaine, une africaine qui n'aime pas la chaleur. Et je dis, c'est pas parce que vous êtes blanc que vous aimez la neige, hein, donc arrêtez vos trucs de vie, t'es une fausse africaine parce que t'aimes pas la chaleur, quoi. Moi, j'ai toujours eu les cheveux courts. Et les gens, en fait, ils comprenaient pas comment ça se faisait que je coupais mes cheveux et au bout de quelques mois, ça pousse. J'ai dit, non, mais t'as pas besoin de faire bac plus 10 pour comprendre que les cheveux poussent. Donc, j'avais les cheveux courts et une semaine après, je mets une perruque. Il a pas compris, en fait, la perruque. Et là, il me dit, mais Nafissatou, comment ça se fait que tes cheveux ont poussé en 2 nuits? J'ai dit, mais tu connais pas cette méthode? Et moi, je joue et je rentre dans son truc. J'ai dit, mais tu connais pas cette méthode? Il me dit, mais non, je connais pas. C'est chez les Noirs. J'ai dit, oui, nous, on a des machines qui peuvent faire pousser les cheveux nus. Il me dit, mais non. Ma pote qui me regarde, genre Sénégal, genre, mais qu'est-ce que tu racontes? Je lui dis, je lui fais signe, genre, laisse-le avec moi et je vais lui faire comprendre c'est quoi ces conneries. Et là, il me dit, mais ah bon, et ça existe? Je dis, oui. J'ai dit, nous, comme nous, les Noirs, nos cheveux ne poussent pas comme vous. Parce que nous, on a les cheveux crépus, donc ça pousse moins vite. Donc, on a des machines, en fait, que tu mets, tu le branches, tu touches ça avec ton crâne. Et le mec, il m'a cru. Il me dit, Nafissatou, est-ce que tu pourras me le prêter? Parce que j'ai dit, non. J'ai dit, ça, c'est un secret de famille. Je suis désolée, mais je peux pas me dire, mais toi, t'es en blanc. Tes cheveux vont pousser, il faut patienter. On était à l'enfer, on attendait que le prof arrive. Et là, elle se retourne vers moi. Elle me dit, oui, Nafissatou, excuse-moi. J'ai dit, oui. Au Sénégal, vous vivez avec les girafes? Je dis, quoi? Et du coup, moi, je croyais qu'elle rigolait ou c'était une blague. Oui. Donc, moi, je me mets à rigoler. Elle me dit, non, pourquoi tu rigoles? J'ai dit, parce que ce que tu dis, c'est pas... Elle me dit, si, moi, j'ai vu à la télé comme quoi, en Afrique, les gens vivent avec des girafes, les animaux, et que vous n'êtes pas habillés, et que vous avez caché juste le sexe. Je dis, quoi? Et là, en fait, j'étais tellement gênée, je savais pas quoi lui dire. La vie est faite de rencontres qui nous marquent, de liens qui se tissent et de chemins qui se croisent. Comme le disait si bien le poète Romain Gary, chacun de mes 2 pères m'a donné la moitié d'une vie. Dans ce nouvel épisode de French Expat, j'ai l'honneur d'accueillir Nafissatou Diagne, une jeune Sénégalaise qui a décidé de venir vivre en France pour y faire ses études. Accueillie par sa famille en région parisienne puis à Lille, Nafissatou nous raconte ses débuts dans ce pays qu'elle ne connaissait pas et où tout est différent. Elle partage ses surprises, ses bonheurs, ses joies, mais aussi ses déceptions et ses difficultés à l'université face aux nombreux préjugés qu'elle découvre que ses camarades de classe ont sur l'Afrique. Nafissatou nous emmène dans un voyage au cœur des traditions et des défis de l'expatriation tout en répondant à nos questions. Comment créer un véritable chez-soi loin de chez soi? Elle revient aussi sur sa rencontre avec l'homme de sa vie et nous explique comment ensemble ils ont décidé d'allier leur culture afin d'offrir une éducation sereine, ouverte aux autres, à leur petite fille. Comment construire des ponts entre les différentes cultures au quotidien dans une famille multiculturelle? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre dans cet épisode de French Expat. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Coucou tout le monde, moi c'est Nafissatou Diagne, c'est mon nom de jeune fille, donc mon nom sénégalais, et Kenéenne, c'est mon nom marital, et qui n'est pas breton, parce que tout le temps on me demande, il est breton, t'es breton? J'ai dit, non, je suis pas à la tête d'une bretonne quand même. J'ai 34 ans, je suis maman d'une petite fille qui a 2 ans et demi. Je suis d'origine sénégalaise, je suis arrivée en France il y a quelques années pour poursuivre mes études.
La plupart du temps, dans French Expat, je vous raconte les témoignages de Français qui ont décidé de quitter la France afin de tenter leur chance à l'étranger. Cette semaine, Nafissatou va nous raconter à l'inverse pourquoi elle a décidé de quitter le pays dans lequel elle a grandi, le Sénégal donc, pour venir s'installer en France. Et vous allez voir qu'a priori, la France ou même l'étranger, à la base, ça ne faisait pas vraiment partie de son futur. Mais une histoire d'amour va la convaincre du contraire. Je la laisse vous raconter. J'ai fait mes études primaires, tout ça au Sénégal. Et en fait, quand j'ai eu le bac, on m'a proposé de venir, mais bon, ça m'intéressait pas. Et parce qu'à l'époque, j'avais mon ex qui était au Sénégal. Donc, c'est le premier amour que j'ai connu au Sénégal. Et du coup, lui, quand il a eu le bac, il est venu. Donc, il est venu avec son frère jumeau. Et c'est là que j'ai eu envie de venir, mais c'était trop tard pour faire les démarches. Quand tu dis, toi, initialement, ça te tentait pas du tout. C'était uniquement pour rester avec ton copain de l'époque ou c'est parce que la vie à l'étranger, ça t'intéressait pas particulièrement? T'étais dans quel état d'esprit à ce moment-là? Durant l'année de terminale, moi, j'étais bien au Sénégal. Même si j'avais envie de voir autre chose, j'étais bien. Et je sentais pas le désir de découvrir un autre pays. C'était pas du tout dans mes plans. Parce que j'étais bien entourée, j'avais la famille, j'avais les amis et tout le monde avait prévu de rester au Sénégal pour poursuivre les études. Donc, moi, quand j'ai eu mon bac, donc lui m'a dit, moi, je vais y aller parce que mon père, parce que c'est quelqu'un qui a un papa qui est du genre c'est lui qui décide tout, il demande pas trop l'avis aux enfants, donc c'est un papa qui décide tout, donc du coup c'est leur papa qui a décidé qu'ils allaient venir poursuivre leurs études en France. Et moi du coup comme c'était trop tard, je pouvais pas faire les démarches, donc je me suis inscrite dans une école privée et j'étais très bien. Après quand il est parti et que là la distance a commencé à peser, on s'est dit bon pourquoi pas pour l'année prochaine. Et c'est quoi les démarches pour pouvoir aller en France? C'est quoi, c'est un visa, tu veux dire ou... Il y a le visa, mais avant le visa, en fait, il faut que tu fasses ce qu'on appelle la préinscription. Donc, trouver une école en France qui accepte ta demande d'inscription. Donc, il y a ça, il faut que l'école accepte. Il faut que tu prouves à l'ambassade que une fois que tu es en France, il y a une personne qui va t'héberger. Ou bien, tu vas prendre une résidence étudiante. Donc, c'est pas simple. Il y a aussi, il faut qu'il y ait quelqu'un au Sénégal qui accepte de t'assurer financièrement, comme quoi s'il t'arrive quelque chose, ou si t'es malade, je sais pas quoi. Donc, il y a toute cette démarche. Après les écoles, une fois que l'école t'accepte, et là, c'est un autre boulot par rapport à l'ambassade, et là, c'est le plus dur. D'accord. Alors, attends, revenons un tout petit peu en arrière. Toi, donc, tu grandis au Sénégal. Tu grandis où au Sénégal, d'ailleurs? À Dakar? Donc, moi, j'ai un parcours un peu atypique. C'est pas un parcours, mais une enfance un peu atypique parce que j'ai pas été élevée par mes parents. J'ai jamais vécu avec eux. Jamais, jamais, jamais. En fait, je sais pas si tu connais un peu comment ça se passe, ou soit dans la religion musulmane, parce que moi, je suis de religion musulmane, soit dans la religion musulmane ou en Afrique en général. Mais tu sais qu'au Sénégal, t'as pas le droit de faire un enfant. Je pense que c'est plus par rapport à la religion hors mariage. D'accord. Donc, si tu fais un enfant, si tu tombes enceinte hors mariage, donc, nous, d'habitude, au Sénégal, bon, maintenant, ça se voit moins parce que les gens évoluent, les gens voyagent, donc ils ont l'habitude de voir autre chose. Mais je sais qu'à l'époque, mes parents n'étaient pas mariés. Donc, ma maman, elle est tombée enceinte. Et donc, quand c'est comme ça, en fait, tu peux pas épouser la femme durant la grossesse. Il faut attendre que la femme accouche. Ah ouais, d'accord. Et en fait, comme ils habitaient dans le même quartier, donc c'est des jeunes qui ont grandi ensemble. Donc, quand elle a accouché, quand mon papa a voulu l'épouser, ma mère, elle a pas voulu. Elle voulait pas. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Elle a dit non, je veux plus. Ça, c'est ma mère qui me l'a expliqué dans les grandes lignes, mais sur certaines choses, moi, j'en déduis, c'est que j'ai déduit ce qui s'est passé. Elle a pas été dans les détails, mais vu sa relation avec mon papa, c'était un peu compliqué après. Donc, en fait, elle, quand elle a accouché, qu'elle a pas voulu se marier. Donc, moi, je suis née en 89 et elle est partie en Guinée en 91. Donc, j'avais que 2 ans. Ah oui, d'accord, t'étais toute petite. Voilà. Donc, elle est partie sans toi? Voilà, elle est partie sans moi. Il faut savoir que quand c'est comme ça, quand il y a des séparations, la femme, elle retourne chez ses parents. Mais bon, comme eux, ils étaient pas mariés, donc ma mère, elle était chez sa mère, donc chez ses parents. Et en fait, quand elle est partie en Guinée, moi, j'ai été élevée par ma grand-mère maternelle et une tutrice. Donc, c'est une femme, c'est une dame. On n'a aucun lien de parenté, mais c'est juste, en Afrique, le voisinage, les relations de voisinage, c'est très, très important. Parfois, même, t'es plus proche de tes voisins que ta propre famille. Donc, quand j'étais enfant, et comme c'est quelqu'un qui est toujours d'ailleurs, qui est proche de ma famille, donc moi, j'allais souvent là-bas. Ma mère, elle m'amenait là-bas parce qu'elle adorait les bébés, s'occuper des bébés. Donc, du coup, en fait,
Ce qui fait que quand ma mère est partie en Guinée, donc moi, je suis restée au Sénégal. Et en fait, j'avais 2 maisons. J'avais chez ma grand-mère, là où je dormais, et chez ma tutrice. Et je passais la journée là-bas et je mangeais là-bas. Et le soir, je revenais chez ma grand-mère pour dormir. D'accord. Donc, du coup, c'est marrant, tu l'appelles encore ta tutrice, mais c'est là que tu as grandi, du coup? Oui, en fait, j'ai grandi dans les 2 maisons. Ouais, dans les 2 maisons. Et en plus, le truc, ce qui est fou et marrant, c'est qu'elle, elle est catholique, donc très pratiquante. Donc, ce qui fait que moi, j'ai grandi dans 2 religions différentes. Et du coup, j'allais à l'église, ce qui m'a aussi donné une ouverture d'esprit que peut-être que j'aurais pas eu la chance d'avoir si j'avais grandi que dans une famille musulmane pratiquante. D'accord, ok. Et le fait que tu l'appelles encore ta tutrice, c'est-à-dire que tu la considères que comme telle, ou à force de grandir aussi en partie chez elle, il y a des liens peut-être plus forts qui se sont développés? En fait, le mot que j'utilise, c'est tutrice parce qu'on disait oui, c'est ta tutrice, mais moi, je la considère comme ma mère, quoi. Elle et ma grand-mère, ce sont mes mères. Et ma mère qui m'a mis au monde, ma mère biologique, on n'a aucune relation de mère-fille parce qu'elle m'a pas élevée. Mais vous êtes restés en contact quand même? Oui, on est resté en contact parce qu'elle est partie en Guinée en 91, elle est revenue en 99. Donc, notre relation, c'est très... Maintenant, ça va mieux depuis que je suis devenue mère, mais c'était très, très compliqué parce qu'on n'a aucun lien. Après, elle n'était pas là, mais c'est elle qui a géré tout mon parcours pour les études. Donc, financièrement, celle qui a tout géré. Mon papa n'a pas fait grand-chose. C'est elle qui a tout géré. Et ça, c'était à Dakar, du coup, que tu vivais entre ta grand-mère et, oui, c'était à Dakar. Et ta tutrice? Oui, c'était à Dakar. D'accord. Quelle a été, je sais pas, la part des voyages ou peut-être de l'envie de voir ailleurs, de partir explorer ou même vivre à l'étranger. Comment est-ce que ça s'est un peu présenté à toi? Est-ce que c'est quelque chose dont tu as un jour eu envie, un jour rêvé, ou est-ce que c'est vraiment arrivé un peu comme ça après tes études alors que tu t'y attendais pas? J'en ai rêvé un moment parce qu'il faut savoir que je pense que les personnes qui vivent en Afrique vont comprendre. Quand tu vis en Afrique, donc t'as pas la même vision du voyage que les gens qui vivent en Europe ou dans d'autres continents. Parce que déjà, t'as pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes possibilités et c'est très compliqué. Donc quand tu vis en Afrique, le fait de voyager, aller en France ou dans d'autres pays d'Europe, c'est un rêve. En fait, c'est un rêve. D'autant plus que moi, j'ai de la famille qui vit ici en France, des oncles qui sont mariés, qui ont une famille, donc ils venaient souvent en vacances. Donc t'en entendais parler aussi, voilà. J'imagine. Donc c'est quelque chose que je connaissais, même si j'ai jamais voyagé, c'est quelque chose que je connaissais. Et il y a beaucoup de personnes de ma famille qui vivent en France ou dans d'autres pays, mais c'était vraiment un rêve. Et est-ce que tu te souviens, puisqu'on va parler de la France en particulier, puisque c'est là que tu vis aujourd'hui, est-ce que tu te souviens de ce qu'on te disait de la France quand t'étais plus petite, justement, avec tes oncles qui y vivaient? Comment est-ce que tu t'imaginais, je sais pas, la France, qu'est-ce qu'on t'en racontait? Enfin, je veux dire, comme nous, quoi. Moi, je sais qu'en grandissant, les États-Unis, j'imaginais un peu ce qu'on voyait dans les séries, tu vois. Ouais, alors que ça ressemble pas vraiment à ma vie d'aujourd'hui. Mais du coup, je suis un peu curieuse de savoir comment ça s'est passé pour toi. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose, surtout quand t'es enfant et tu te dis, waouh, là-bas, c'est la belle vie. Tu imagines la neige, les grandes routes. En fait, tout est parfait. Les grandes routes. Ah ouais, c'est marrant. C'est ça. Ouais. Tout est parfait, tout est parfait. Ouais, oui. Et surtout quand tu regardes la télé, comme tu dis, par rapport aux films et tout, les clips, tu te dis, waouh, là-bas, c'est la belle vie, quoi. C'est, comme on dit, c'est l'Eldorado. Donc, ouais, c'était un truc idéalisé. Et ce qui est fou, c'est que même jusqu'à présent, les gens, par exemple, des personnes qui vivent au Sénégal ou même dans d'autres pays, qui n'ont jamais voyagé, ont toujours une vision idéale de la France ou de l'Europe ou des États-Unis. On est tous pareils, qu'on a beau le savoir. C'est ça. Et quand tu dis que la part des voyages, donc c'était surtout hors de l'Afrique, est-ce que tu avais pu voyager aussi dans d'autres pays? Enfin, tu sais que ta maman était partie vivre en Guinée. Est-ce que c'est un pays que tu avais eu l'occasion d'aller visiter ou pas particulièrement? Ouais. C'était en 2007. Donc, j'étais un peu plus grande. J'ai été la voir avec une cousine, mais j'ai pas du tout aimé. C'était vraiment une mauvaise expérience. Ouais, à la fin, je suis tombée malade. Je lui ai dit, moi, je vais rentrer. On n'est pas du tout proches, ma mère et moi. Mais quand je te dis du tout proches, on n'est pas du tout proches. Et donc, le fait d'aller la voir, donc elle connaît pas mon caractère. Moi, je connais pas son caractère. À part mes tantes qui me disent, ta maman, elle est comme ça. Même si elle venait en vacances au Sénégal, tu sentais qu'il n'y avait pas de cette relation de mère-enfant. Du coup, quand je suis partie en vacances, on est passé deux mois, c'était l'été, et on se prenait souvent la tête. Souvent, parce qu'on se connaît pas du tout, quoi.
Et c'est quelqu'un qui est très, pas du tout, la patience, c'est pas trop son truc. Donc, c'était souvent des cris, des histoires. Et à la fin, moi, je lui dis que, je voulais rentrer. Elle m'a dit, oui, tu vas rentrer, mais il faut attendre la fin de ton voyage, quoi. Là, je vais pas acheter un autre billet juste parce que tu vas rentrer. Et tellement j'en avais marre, je suis tombée malade. Mais je suis tombée gravement malade. Et là, j'ai appelé ma tutrice et je lui dis, moi, je veux rentrer. En fait, je veux plus rester avec cette femme. Et ma tutrice l'a appelé en lui disant, oui, s'il te plaît, change sa date de retour et tout, parce que là, elle veut plus, quoi. Et on va pas l'obliger à rester parce que c'est les vacances, même si c'est pas la fin de ses vacances. Du coup, comme j'avais forcé et j'avais appelé ma tutrice et tout, donc ils ont pas appuyé ma demande, donc on est parti à l'aéroport. Mais tellement j'étais pas bien, ils ont pas voulu me prendre dans l'avion. Ah ouais. Et là, okay. c'était la fin du monde, quoi. Ouais. Ah là là. Mais après, finalement, j'ai réussi à rentrer. Ouais, d'accord. Ouais, et depuis lors, j'ai pas retourné, ça me dit rien. Même aujourd'hui, il me dit, oui, ce serait bien que tu viennes. J'ai dit, ouais, on verra, mais... Donc nous voilà à la fin de ton lycée. Tu es donc avec ce copain. Cette première année que tu fais donc à Dakar en post-bac dans une école privée. Puis lui, il part et là, tu dis hop, il va falloir qu'on se rapproche. Alors, comment est-ce que tu t'y prends ? Comment est-ce que ça se passe ? Et puis, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose justement à qui tu parles ? Est-ce que tu en parles à ta tutrice, dans ton entourage ? Quelles sont les réactions ? En fait, comment se prépare ce départ ? Raconte-moi. En fait, quand j'ai décidé enfin de le rejoindre, mais j'ai pas dit que c'était pour lui, hein. Sinon, moi, il dit, mais ça va pas, pourquoi tu vas partir pour lui alors que là, t'es bien, Tu es une femme indépendante, la fille. J'ai juste dit oui, mais je veux bien aller en France maintenant. Il m'a dit, c'est bizarre, pourquoi t'as changé? J'ai dit, ouais, parce que, je sais pas ce que j'ai raconté, mais on m'a dit, ok, donc du coup, faut savoir que quand t'es sénégalais, je parle en tant que sénégalais parce que je connais pas les autres pays d'Afrique, comment ça se passe. Mais les femmes, oui, une femme doit faire attention, tu peux pas partir seule à l'étranger, c'est dangereux. Et aussi, il faut savoir qu'au Sénégal, c'est pas comme ici, quand tu as 18 ans, tu pars pas de la maison. C'est pas parce que tu as 18 ans, t'es libre, t'es autonome, tu fais ce que tu veux. Non, tu restes dans la maison familiale jusqu'au mariage. C'est le mariage, en fait, qui te fait quitter le foyer. D'accord, il n'y a jamais un moment où, en fait, on dit, vas-y, va vivre seul, même si c'est dans la même ville, d'accord. Non, sauf si tu vas à l'étranger ou tu vas dans une autre région pour le travail ou les études, oui. Mais sinon, si c'est la même ville... Si t'es à côté, t'as aucune raison de partir, quoi. Non, ils vont dire, mais tu veux faire quoi? Tu veux être libre, tu veux faire n'importe quoi, nanana. Donc, du coup, ce qui fait que quand tu quittes ton pays pour aller à l'étranger, là, c'est encore pire. Donc, quand tu es une fille, c'est très, déjà, tes parents ne vont pas accepter que tu vives seule. Sauf si c'est des gens qui ont beaucoup voyagé, qui savent comment ça se passe ailleurs. Et pourtant, moi, j'avais des oncles ici, mes tantes et tout. Mais moi, quand j'ai décidé de venir, j'ai fait les démarches, mais quand je suis arrivée, je devais vivre soit chez mon oncle, qui est en région parisienne, ou chez ma tante, donc la sœur de mon papa, qui habitait à Lille. Donc, en fait, moi, j'ai fait des études en logistique internationale. Donc, quand au Sénégal, j'étais dans une école pour faire une formation de logistique. Donc, du coup, si j'avais fait une demande de préinscription pour suivre les études en logistique, même l'ambassade n'aurait pas accepté. Il m'aurait dit, non, ici, vous êtes dans une très bonne école, pourquoi partir? Donc, comme ma tante connaissait un monsieur qui travaillait dans l'UIT à Lille, dans un UIT, donc je lui en avais parlé, elle m'a dit, dans ce cas, on peut demander à ce que tu fasses des études de droit, sachant que j'aime pas du tout le droit. Donc, du coup, on a fait une demande de prescription. J'ai eu la prescription et c'était un DUT carrière juridique. Et c'était pas du tout mon truc. Donc, j'ai eu la prescription et après, le but, c'était d'aller vivre chez ma tante. Donc, quand j'ai fait les démarches, le visa, j'étais tellement pressée de partir. Et en fait, le visa commençait, par exemple, je te dis une connerie, le visa était valable à partir du 25 août. Mais j'étais tellement pressée de partir. Moi, j'ai acheté un billet pour partir le 20 août. Oh merde, d'accord. Comment t'as fait là? En fait, personne n'a fait attention. Même quand je suis partie acheter les billets, le mec, je le connais, il habitait dans notre quartier, mais tellement je lui ai donné, non, je veux partir cette date. Il a même pas fait attention. Il m'a donné un billet pour le 20 août. Donc, on se prépare, on prépare tout. Arrivé à l'aéroport, au niveau, les bagages étaient déjà partis. Au niveau de je crois que c'était au niveau de la douane, je sais plus où. Et là, on voit, mais madame, vous pouvez pas partir. Et là, c'est une grosse claque. J'ai dit, comment ça, je peux pas partir? Non, parce que le visa, c'est à partir du 25. J'ai dit, non. J'ai déjà payé les billes. Ils m'ont dit, non.
Et tu peux pas partir, entre guillemets, en vacances en attendant Non, en France et commencer ton visa immigration après. non. Ça En marche pas fait, comme eux, ça. ils prennent en compte que la date à laquelle qui est tamponné pour le visa. Et là, je me suis dit, mais non. J'ai dit, non, 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 pas possible. Sachant que les bagages étaient déjà enregistrés, donc du coup, ils ont appelé pour retourner les valises. Et moi, là, pour moi, c'était la fin du monde, quoi. J'ai dit, mais je vais jamais partir. Et quand je suis revenue à la maison, mais tout le monde me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Je dis, c'est pas le bon jour. Il me dit, mais comment ça, c'est pas le bon jour? Et du coup, c'était compliqué. Après, on a vu le gars qui m'avait vendu le billet. On a fait des modifications, mais ça te casse quelque chose, quoi. Bah, bien sûr, bien sûr. Ça fait quelque chose. Et puis, un truc tout bête pour revenir un peu en arrière, c'est t'as dit au revoir déjà, quoi. C'est ça. Faut que tu recommences, faut que Exactement. tu repars. Est-ce que t'as la même émotion quand tu dis au revoir une deuxième fois? Je suis pas sûre. Non, c'est pas du tout pareil. Moi, comme c'est ça, j'avais dit au revoir à tout le monde, à mes potes, aux voisins, à tout le monde, quoi. Mais j'étais tellement contente, mais à tout le monde. Et là, tu reviens comme une fleur. Ah non, c'est pas la bonne date. Du coup, c'est pas du tout les mêmes émotions. Donc, le 25 arrive, j'atterris à Roissy. Et là, c'est mon oncle qui vient me chercher. Donc, c'est le frère de ma maman qui est venu me chercher à l'aéroport. Et tout à l'heure, je te parlais des routes. Parce que les routes au Sénégal, ici, elles sont, mais c'est pas du tout la même chose. Parce que déjà, ici, il y a beaucoup plus d'espace. C'est plus, il y a pas de base. Tu sens que là, c'est bien fait, quoi. Et là, mon oncle arrive, donc on récupère les bagages, on sort. En fait, j'avais atterri à Roissy, mais tellement c'était grand à l'extérieur. Le parking, moi, je pensais que c'était un truc pour faire pour les auto-écoles. Pourquoi? Et là, je lui dis, mais pourquoi il y a toutes ces voitures? En fait, j'avais pas l'habitude de voir d'aussi grands parkings. Il me dit, comment ça? Je dis, mais pourquoi il y a autant de voitures? Ils vont tous sous ces voitures. Il me dit, c'est le parking. Je dis, ah bon? Mais c'est pas un truc pour faire l'auto-école. Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Et là, il me dit, oh là là, mais t'es vraiment une blédarde, hein? J'adore. Et là, tu te dis, waouh. Et là, tu te prends une grosse claque, tu te dis, waouh, là, ma vie, elle va changer, quoi. Et là, ça te fait quelque chose. Tu te dis que là, je suis dans un autre pays. Et c'est fou, quand même, cette sensation de se dire, j'ai quitté mon pays, là, je commence une nouvelle vie. C'est vraiment fou, cette sensation. Et tu partais en te disant que tu allais juste faire tes études? Tu partais avec une durée déterminée en tête ou... Comme je devais recommencer à zéro, donc je me suis dit, de toute façon, je vais pas rentrer tout de suite au Sénégal. Parce que les études, moi, je voulais quand même aller jusqu'à Bac+5. Donc, je me dis, ah oui, donc tu savais que tu partais pour longtemps. Pour un moment, quoi. Ouais. Voilà. Okay. Et quand tu atterris, c'est... Heureusement, je suis arrivée au mois d'août, donc il faisait pas froid, mais... Ouais, c'est marrant parce que j'allais dire, à chaque fois que j'arrive à Roissy, moi j'ai l'impression que c'est couvert de brouillard. Bon, quand tu viens des États-Unis, généralement, tu arrives très tôt le matin. Et c'est toujours un peu rigolo. Donc du coup, tu arrives, ton oncle vient te chercher, mais ton oncle, du coup, si j'ai bien suivi, lui, il vient en région parisienne, et toi, tu dois partir à Lille. Oui, en fait, à la base, c'était comme ça, mais en fait, comme je suis arrivée en août, donc je devais commencer les cours début septembre, donc j'avais quelques jours pour rester en région parisienne, pour profiter, pour qu'il me fasse visiter et tout. Et donc là, on arrive chez lui, déjà, tu vois que les maisons, c'est différent de ce que moi j'avais l'habitude de voir. Les quartiers, les rues, tout est différent, quoi. Il y a des numéros. Tu te dis, waouh, là, et là, tu te dis, en fait, j'imaginais la France, c'est à peu près comme ce dont je m'imaginais. Ça se rapproche, même si c'est pas exactement la même chose, mais ça se rapproche. Et donc là, on est arrivé chez lui. Donc, lui, sa femme, elle est malienne, et ils ont 3 filles. Donc, du coup, tu viens, les filles sont contentes. Oh là là, nanani, nanana, elles sont contentes. Et en fait, je sais pas, parce que mon oncle, à l'époque, il habitait à Rosny-sous-Bois. Mais d'accord. Comme le Rosny, c'est R-O-S, d'habitude, les gens disent Rosny. Et donc, il y avait un de ses potes qui était à la maison. Enfin, personne dit Rosny. Mais il y en a qui disent Rosny. Ah bon? J'ai entendu ça. D'accord. Et du coup,
Son copain me dit, alors, je sais pas ce qu'il m'a posé, mais je devais répéter le mot. Je dis, Rouni. Il me dit, tu lis pas Rosny? Je dis, bah non, pourquoi je veux dire Rosny? Il me dit, parce que d'habitude, les Sénégalais, ils ont du mal avec ça, ils disent Rosny. Je dis, oui, mais moi, je dis Rouni. Et du coup, là, les filles qui te disent, bah viens, je te montrer ma chambre. Parce que moi, j'ai jamais eu de chambre pour moi toute seule. Moi, j'ai toujours dormi avec ma grand-mère ou avec une de mes tantes. Donc, bon, même si j'avais d'autres potes qui avaient des chambres, mais moi, vu mon parcours, j'ai jamais eu ça. Donc, ça me faisait bizarre. Et je pense qu'aussi, si j'ai eu cette image, c'est que le fait de ne pas avoir une vie comme mes copines ont eu, c'est-à-dire avec papa, maman, frère ou sœur. Moi, c'était vraiment, vraiment différent de tout ça. Vu que j'ai jamais vécu avec les parents, j'ai vécu qu'avec ma grand-mère et mes oncles, mes tantes. Donc, j'avais déjà une vision de la famille qui est différente de ce que j'avais. Et ensuite, là, tu tombes aussi dans un autre pays qui est différent de ce que je connaissais. Donc, du coup, là, mes cousines me montrent leur chambre et tout. Elles me disent, ah là là, ça, c'est ma chambre. Donc, toi, tu vas dormir avec moi. Nanana. On te fait la présentation de la maison. Et là, t'es toute excitée. T'as envie de voir beaucoup de choses. Tu dis, ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Et en fait, tu vois la différence, quoi. Tu ressens vraiment, vraiment la différence. Donc du coup, tu t'installes à Rony pour quelques instants. À quel moment est-ce que tu pars du coup chez ta tante dans le Nord? Comment ça se passe? Et raconte-moi un peu ton cheminement, comment tu te sens, ce que tu vois, ce qui te surprend, je sais pas s'il y a des trucs qui t'émeut, raconte. Déjà, j'étais très contente parce qu'avec mon oncle à l'époque, bon maintenant notre relation est devenue plus compliquée et dommage, mais à l'époque on s'entendait super super bien. Et en fait, au Sénégal, on a une relation avec les oncles et les tantes qui est différente qu'en Europe. Par exemple, ici, ta tante, c'est ta tante. Ton oncle, c'est ton oncle. Ça s'arrête là. Alors que nous, les frères de tes parents, de ta mère ou de ton père, ont un rôle très important. Par exemple, comme lui, c'est le frère de ma mère, c'est comme mon papa. Il prend un peu le rôle de papa. Et les sœurs de ma mère sont comme ma maman. Donc, ce qui fait c'est des personnes avec qui t'es proche. Et ils ont un rôle, ils ont une responsabilité envers toi. Et tu le connaissais bien, lui, avant justement de venir, puisqu'il vivait déjà en France? Oui, je le connaissais à chaque fois qu'il venait en vacances. On s'entend super bien. C'est une personne que j'adore, même si aujourd'hui c'est devenu compliqué nous deux, mais c'est une personne que j'adore. Ouais, et j'avais beaucoup d'estime pour lui. Tu vois, c'est une personne que je voyais comme un bon papa, même si c'est pas mon papa. Mais je le considérais comme mon papa, c'est quelqu'un que j'adorais, quoi. Et du coup, quand je suis arrivée, donc il m'a dit, déjà, ce qu'on va faire, on va visiter Paris, comme ça je te montre, parce que tout le monde parle de la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les bateaux mouches, donc on a fait tout ça. On a pris une journée à deux, on est parti se promener, il m'a montré beaucoup, beaucoup de coins, on a été manger des glaces, des McDo, et là tu manges tout parce que c'est des choses que tu connais pas, t'as envie de goûter à tout, mais comme un enfant quand tu vas à Disney, quoi. Bah oui, c'est ça. Tu goûtes à tout, même si je connais pas, mais je vais goûter, allez-y. Et franchement, j'en ai gardé un très très bon souvenir. Donc je suis restée chez eux, je crois, 2 semaines. Et après, on a organisé le voyage pour aller à Lille. Donc du coup là, je suis partie toute seule. Ouais, donc du coup, il m'a pris le billet de train. Et là, la découverte du train, c'était autre chose aussi parce que les TGV, tu dis, waouh, ça roule vite. Déjà, les gares, quand tu arrives à Gare du Nord, tu dis, mais c'est quoi ce truc, quoi? C'est quoi cet endroit? Tellement qu'il est énorme, tellement. Et là, mon oncle commence à me raconter, oui, ça, cette gare, ces grandes gares existent depuis je sais pas quand. Donc là, il te fait l'histoire de la France. Déjà, tu prends le RER pour aller à Gare du Nord. Donc, tu te dis, waouh, tu te tapes des trucs, tu te dis, mais c'est quoi ces trains? Tu arrives à Gare du Nord, tu vois un monde fou, les gens qui courent comme si c'était des malades. Ça, c'est quelque chose qui m'a choquée. Oh là là, parce que je suis pas habituée à voir autant de monde. Donc du coup, moi je prends le train, donc il me dit le train ça se passe comme ça, tu prends le train Après, en fait quand tu viens ici, je trouve qu'en fait quand tu viens en France et que tu sais lire, tu peux te débrouiller. Parce que surtout quand tu parles un minimum français, tu peux demander, tu sais lire et tout. Donc, il m'a expliqué comment ça fonctionne. Donc, il a appelé moi un matin pour dire, Nafi va arriver à telle heure, donc vous attendez à la gare.
Donc, le TGV, bah, nickel, j'ai adoré. J'ai vraiment gardé de très, très bons souvenirs de ces moments. Et j'arrive à Lille, donc c'était début septembre. Et là, grosse douche froide. Je me suis dit, waouh, j'ai détesté. Jusqu'à présent, j'ai une très mauvaise image de Lille. Les Lillois, désolé, mais... Dès le moment où t'arrives, quoi. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis arrivée. Donc, du coup, ma tante, elle est venue me chercher avec un de ses garçons, de ses fils. On est arrivé chez lui, déjà, le quartier, j'ai pas du tout accroché. Et en fait, moi, je suis plus proche de la famille de ma maman. Donc, ma tante qui était à Lille, c'est la famille de mon papa. Même si on est proches, mais il y avait pas du tout, c'est pas du tout les mêmes relations. Donc, je me suis dit, bah, je vais devoir rester ici une année. Et la nuit, j'ai pas dormi. Je me suis mis à pleurer. Mais à pleurer. J'ai appelé ma mère, elle lui dit, ah bah, moi, je veux rentrer, j'aime pas ici, nanani, nanana. Et elle me dit, bah, non, je suis désolée, mais ça se passe pas comme ça. C'est pas parce que tu pars, t'aimes pas que tu vas rentrer. C'est pas ça la vie, quoi. Ah, ouais. Faut apprendre. C'est dur quand même. Enfin, elle a quand même essayé un peu de te soutenir. Elle a essayé de me soutenir, mais comme ma mère, elle me connaît pas encore une fois, donc elle sait pas, elle connaît pas mes émotions, elle sait pas comment me parler, et donc quand j'ai vu que je me suis dit, bon, c'est pas la peine, donc j'ai appelé ma tutrice. Elle, c'est quelqu'un qui me connaît très bien. Je lui ai dit, elle me dit, je comprends, c'est pas évident, je comprends, mais là, t'es déjà partie, c'est pas grave, ça va bien se passer, donc tu as juste le temps de t'adapter. Discute avec ta tante, elle est super gentille, elle est très accueillante, déjà elle t'accueille chez elle, donc c'est super gentil, ça va bien se passer, on est là, si tu as besoin, tu nous appelles, n'hésite pas, on est là, et t'es entre de bonnes mains, donc t'as pas à t'inquiéter. Et qu'est-ce qui te bloquait dans cette arrivée à Lille, en fait? Est-ce que c'était le contraste finalement avec Ronnie, où tu as été accueillie de manière hyper chaleureuse et tu disais, bah tiens, je sais pas trop où je suis, ou enfin, c'était quoi? Ou est-ce que c'était vraiment propre à la ville? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je pense qu'il y a la ville et il y a aussi l'accueil. Après, ça veut pas dire que ma tante m'a mal accueillie, hein, mais il y a des choses que tu ressens. Tu vois, c'était le mood, non, j'ai pas du tout apprécié. Et du coup, bah, donc, l'île, j'ai pas du tout aimé. Et je trouve que, encore désolé les lois, non, j'ai pas du tout aimé cette ville. Même jusqu'à présent, j'aime pas. Et du coup, en plus, moi, le fait que mon mec était sur Paris aussi, ça m'a arrangé. Il y a ça aussi. Ah, d'accord. En fait, c'était ça le fond du problème. Ah, c'est ça. Moi, le fait qu'il était à Paris, en plus, c'est le premier amour où tu réfléchis plus, l'amour fou, là. Ah, moi, ça m'a déchiré d'être loin si de loin, lui. finalement. Ouais. Ah Si oui, proche ça et me si faisait loin très à la mal. fois. Exactement. D'accord. Donc, du coup, arrivé pas si facile que ça. Tu restes combien de temps à Lille, alors? 1 an? J'ai resté une année, ouais. Ouais. Un truc que tu me disais aussi, en fait, c'est que ça a été un peu le choc des cultures, ton arrivée à Lille, où tu as l'impression qu'il te manquait, je sais pas, la pop culture, tu comprenais pas particulièrement l'humour, tu étais la seule personne noire de ta promo, on t'a posé des questions un peu bizarres. Tu veux me raconter? Bah, déjà, il fallait prendre le métro. Bon, septembre, octobre, après, bah, ma tante, son mari, il est adorable, un mec, mais super, super gentil. Le lendemain, il m'a accompagnée. Déjà, quand je suis arrivée, mon oncle de Paris, il m'a ouvert un compte bancaire. Parce que chez nous, c'est comme ça. Quand tu aides la famille, tu aides et t'attends rien en retour. C'est, comme je te disais, vu que c'est comme mon papa, donc moi, il me considère comme sa fille. Donc, ce qu'il a fait pour moi, c'est quelque chose qu'il aurait fait pour sa fille. Donc, du coup, il m'a ouvert un compte bancaire. Quand ma mère disait oui, est-ce que je dois envoyer des sous? Il disait non, t'inquiète, je m'occupe de tout. Donc, c'est lui qui a après payé mon inscription. Il a ouvert un compte bancaire où tous les mois, il me mettait un peu de sous. Et chez ma tante, aussi pareil, ma tante, elle me donne de l'argent. Je lui dis, mais non, t'inquiète, mon oncle me donne déjà. Et en fait, quand c'est comme ça, ils vont pas te demander, oui, tu participes, tu donnes de l'argent ou ta mère doit participer. Non, c'est vraiment la famille. Et ça, c'est des choses aussi qui m'ont beaucoup manqué quand je suis arrivée, cette entraide que nous, on a chez nous. Et pourtant, c'est pas des gens qui roulent sur l'or, mais avec le peu qu'ils ont, ils partagent. Ils partagent. Et ça, c'est des valeurs, géniales, quoi. Ouais, c'est impressionnant. C'est Ouais. clair. Et tu participes pas, tu donnes rien. Tu donnes rien du tout. Donc, du coup, mon oncle m'avait pris un abonnement pour le métro, pour l'école jusqu'à la maison. Et, les premiers jours, déjà, il a commencé à faire froid. Du coup, ma tante m'avait acheté un manteau, des bottes et tout. Et là, je me suis dit, waouh, à quoi je ressemble. Et du coup, le premier jour, et donc, il y a le mari de ma tante qui m'accompagnait jusqu'à l'école. Et là, tu rentres, tu vois,
Déjà, moi, c'était aussi ma première fois dans une fac ou dans un UT, parce qu'au Sénégal, j'étais dans une école, donc c'était plus petit. Et là, c'était dans un UT, donc c'est plus grand, il y a beaucoup plus de filières. Et là, t'arrives, en fait, j'étais pas la seule noire, mais j'étais la seule étrangère. Parce qu'il y avait des noirs, mais c'est des noirs qui sont nés en France, donc c'est pas du tout la même chose. Mais à part la couleur de peau, c'est pas du tout la même culture, c'est pas du tout la même éducation. Et quelques jours après, il y a une fille qui a rejoint ma formation, donc qui est sénégalaise aussi, qui venait du Sénégal. Et du coup, je me suis sentie moins seule. Je me suis dit, ah ouais, au moins là, je suis pas toute seule. Il y a quelqu'un avec moi. Et donc là, c'est là, moi, je me suis, autant quand j'étais en région parisienne, bon, après, j'avais pas encore les études, je sentais pas cette différence. Donc, c'est là que commence le choc culturel. Tu te dis, waouh, c'est quoi ces trucs? Et là, déjà, moi, j'avais pas l'habitude d'avoir le rythme de fac, même si c'est pas la fac, mais les cours, et on avait des cours qu'on faisait en amphi, le prof, il dictait trop vite. Et moi, je suis quelqu'un, quand j'écris, j'aime bien prendre mon temps, avoir une belle écriture. Donc, du coup, c'était compliqué. Et ça, c'est pas le plus grave. Et une fois, je me rappelle, on était à l'amphi. Moi, j'ai toujours eu les cheveux courts. Et les gens, en fait, ils comprenaient pas comment ça se faisait que je coupais mes cheveux et au bout de quelques mois, ça pousse. J'ai dit, non, mais t'as pas besoin de faire bac+10 pour comprendre que, les cheveux poussent. Et une fois, il y a un gars qui m'a dit, parce que lui, il avait les cheveux courts. Et donc, du coup, j'avais les cheveux courts et une semaine après, j'ai mis une perruque. Il a pas compris, en fait, la perruque. Et là, il me dit, mais Nafissatou, comment ça se fait que tes cheveux ont poussé en 2 nuits? J'ai dit, mais tu connais pas cette méthode? Et moi, je rentre dans son truc. J'ai dit, mais tu connais pas cette méthode? Il me dit, mais non, je connais pas. C'est chez les noirs. J'ai dit, oui, nous, on a des machines qui peuvent faire pousser les cheveux en une. Il me dit, mais non. Et là, ma pote qui me regarde, genre, Sénégal, genre, mais qu'est-ce que tu racontes? Je lui dis, je lui fais signe, genre, laisse-le avec moi et je vais lui faire comprendre c'est quoi ces conneries. Et là, il me dit, mais ah bon, et ça existe? Je dis, oui, j'ai dit, nous, comme nous, les noirs, nos cheveux ne poussent pas comme vous. Parce que nous, on a les cheveux crépus, donc ça pousse moins vite. Donc, on a des machines, en fait, que tu mets, tu le branches, tu touches ça avec ton crâne et le mec, il m'a cru. Et comme lui, il était chauve, il me dit, Nafissatou, est-ce que tu pourras me le prêter? Parce que j'ai dit, non. J'ai dit, ça, c'est un secret de famille. Je suis désolée, mais je peux pas me dire, mais toi, t'es un blanc. Tes cheveux vont pousser, il faut patienter. Il me dit, mais moi, je suis chauve, mes cheveux ne poussent pas. J'ai dit, désolée, mais là, c'est que pour les noirs, quoi. Oui, t'as un bon sens de l'humour. Ah oui, et du coup, ils m'ont dit, oh là là, toi, t'es marrant, on rigole bien avec toi. Donc, j'étais leur pote, tu vois. Et la fois d'après, et la nana me dit, oui, donc on était à l'amphi, on attendait que le prof arrive. Et là, elle se retourne vers moi. Elle me dit, oui, Nafissatou, excuse-moi. J'ai dit, oui. Elle me dit, au Sénégal, vous vivez avec les girafes. Je dis, quoi? Oh la vache. Et du coup, moi, je croyais qu'elle rigolait ou c'était une blague. Oui. Alors, moi, je me mets à rigoler. Elle me dit, non, pourquoi tu rigoles? J'ai dit, parce que ce que tu dis, c'est pas. Elle me dit, si, moi, j'ai vu à la télé comme quoi, en Afrique, les gens vivent avec des girafes, les animaux, et que vous n'êtes pas habillés, et que vous cachez juste le sexe. J'ai dit, quoi? Oh la vache. Et là, en fait, il y a du boulot, hein. J'étais tellement gênée, je savais pas quoi lui dire. Ouais. Et là, en plus, là, il y avait pas ma pote, donc j'étais toute seule, il fallait que je rappelle, elle me dit, vas-y, dis-moi. Genre, limite, je te lance le pic, il faut que tu vois, juste pour, moi, je prenais ça pour une provocation. Je dis, non. Je dis, non. Tu vois bien que je suis habillée et que j'ai l'habitude d'avoir des habits, donc chez nous, elle me dit, non. Moi, en tout cas, j'ai vu à la télé, que vous vivez et elle était sérieuse, hein. Même les autres la regardaient. C'était de l'ignorance, c'était pas de la provocation. Ouais, c'était ça. Et tu sentais qu'elle était ignorante. Et c'est là que j'ai appris aussi, quand tu vas à l'étranger, faut savoir s'adapter. Et s'adapter ne veut pas dire oui à tout bêtement, mais. Bien sûr. Quand on te pose des questions qui te mettent mal à l'aise, le retourner à une blague, comme le mec qui m'a dit, comment ça se fait que tes cheveux poussent. Et moi, je lui dis, oui, peut-être, hein. J'ai dit, moi, par contre, j'avais une girafe. J'ai dit, mais oui, je sais de quoi tu parles. Moi, j'avais un petit, éléphanto à côté. Elle me dit, ouais. J'ai dit, oui. Elle me dit, mais comment, elle était toute contente. J'ai dit, oh là là, j'avais raison. J'ai dit, mais tu sais, du coup, moi, j'ai dit, moi, comme j'avais peur, je montais pas sur les arbres. C'est lui qui montait. Il me dit, ouais. Et là, il me dit, mais comment ça se fait? T'avais pas peur? Je dis, non, il était gentil. Et je dis, mais on avait même un prénom pour lui. Il me dit, oh là là, la chance, moi, j'aimerais trop vivre avec les animaux. Et là, je dis, par contre, moi, j'ai une question. Elle me dit quoi? Je dis, vous, les gens qui vivent dans le Nord, parce que ça, j'avais entendu cette histoire. Pas si c'est vrai ou pas, les gens qui vivent dans le Nord, désolée. Apparemment, je sais pas si tu connais que
Bah, il y a des gens qui disent, et je lui dis, bah, en fait, apparemment, vous, les gens qui vivez, vous qui vivez dans le Nord, bah, vous couchez entre vos frères et sœurs. Et là, il me dit, Les consanguins. ouais. J'ai dit, chez vous, apparemment, il y a l'inceste. Ah bah si, j'ai vu ça à la télé. C'est ça. Elle me dit, mais pourquoi tu dis ça? J'ai dit, bah, si, parce que nous, on nous montre ça à la télé. Elle dit, ah bon? Et là, elle s'énerve. Elle me dit, mais non, c'est n'importe quoi. Hein, faut pas croire tout ce qu'on te dit. Et j'ai dit, à toi de me dire que je vis avec les animaux dans la forêt ou la brousse. Ça te choque pas? Elle dit, oui, mais moi, je savais pas. J'ai dit, bah, moi aussi, je savais pas. Hein. Après, c'est à toi de savoir, même si on te dit quelque chose, tu vas faire des recherches, mais Bien sûr. faut pas croire tout ce qu'on te dit. Ah, bonne répartie, bien joué. Et là, elle savait plus quoi dire, elle devenait toute rouge. Ouais. J'ai dit, désolée, mais bon, là, tu m'as mis mal à l'aise, donc, plus devant tout le monde, quoi. Et est-ce que tu prends ça comme de l'ignorance ou est-ce que c'est pas une certaine forme de racisme d'une certaine manière, en fait, d'imaginer un peu que les gens sont pas très évolués? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah, il y a Avec de le recul, l'ignorance, quoi, maintenant. c'est ça, Ouais. il y a de l'ignorance, mais je pense qu'il y a aussi un peu de racisme. Parce que c'est des gens qui essaient de te rabaisser, ah, t'es noire, t'es africaine, tu vaux pas mieux que nous. Il y a ce côté aussi. Parce qu'on m'a fait d'autres trucs, mais quelques années après, oui, est-ce que vous, les noirs, vous rasez les poils? J'ai dit, mais de quoi tu parles? Et du coup, Mais tu te dis, pourquoi? mais c'est quoi Ouais. ces J'ai dit, bah, Ouais. bien sûr. J'ai dit, mais en fait, on est comme vous, c'est juste qu'on n'a pas Bah, la même bien couleur sûr. de peau, mais on fonctionne Ouais. comme vous. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ces gens, dans quel monde Ouais. ils vivent, en fait? C'est flippant. Alors, je sais que du coup, donc t'es resté 1 an à Lille, puis tu t'es rapproché de Paris. Ouais. Mais ces 1 an à Lille, c'était les 1 an les plus longs de ma C'était vie. un an qui t'a fait un peu remettre en question. En fait, t'es venue en France à plusieurs Ouais. reprises. Ah oui, j'ai failli. Si j'avais pas une famille qui m'avait soutenue, je serais repartie. Mais je serais repartie. En plus, il a fait froid. Bah, quand tu quittes le Sénégal, il fait beau et tout. Et t'arrives à Lille, la neige, le Oh, le froid et contraste tout. est important. Ouais. Là, c'était. Bah, après, heureusement, ce qui me faisait tenir aussi, c'est que ma copine sénégalaise qui était dans la même classe que moi, avec qui ça se passait très bien, on se comprenait aussi. Ouais, vous passiez des mêmes Et choses. voilà. Et elle vivait en colocation avec d'autres. Et elle, c'est marrant parce qu'elle, elle vivait pas avec la famille, elle vivait en colocation avec d'autres étudiants sénégalais ou d'autres cultures, d'autres origines. Et parfois, quand on finissait tous les cours, moi, j'allais chez eux, on restait là-bas jusqu'à tard et je rentrais. Et du coup, vu que moi, j'étais accro à mon ex, Dieu merci, je me suis pas mariée avec lui parce que c'était tellement malsain l'amour que j'avais pour lui. Et en fait, tous les vendredis, en partant à l'école, je prenais ma valise. Je partais avec ma valise à l'école. Waouh, Après d'accord. les cours, bah, je partais direct à Paris. Et je revenais le lundi matin, tellement que Lille, c'était compliqué. Mais après, sinon, à part ça, avec ma tante, ça s'est très bien passé. Et alors justement, avec ta tante, avec ta famille sénégalaise qui était sur place en France, tu as partagé avec eux tes difficultés puisqu'ils ont dû aussi peut-être passer par des choses similaires. Qu'est-ce qu'ils te disaient quand tu étais un peu découragée Est-ce qu'ils te partageaient eux aussi des moments difficiles par lesquels ils sont passés? Oui. En fait, il faut savoir que ma tante, c'est quelqu'un qui adore accueillir du monde. Par exemple, la semaine, bah, il y a l'école et tout, donc elle n'a pas le temps. Mais le week-end, d'habitude, le dimanche, il y a beaucoup d'étudiants sénégalais qui venaient chez elle donc elle préparait des plats sénégalais pour que les gens se retrouvent, pour que les étudiants, parce que parfois, c'est des étudiants qui vivent seuls, donc qui n'ont pas parfois les moyens ou qui se sentent très seuls. Donc parfois, ça peut être compliqué pour eux. Donc le dimanche, il y avait tout le monde qui venait à la maison, il faisait à manger et on passait de très très bons moments. Et quand je parlais, bah quand tu viens d'arriver, déjà il y a les étudiants qui vont te briefer un peu. Oui, ça se passe comme ça. Si tu as besoin, il faut aller là pour la mutuelle. Nanana. Parce que quand tu es étudiant, tu as une mutuelle spéciale pour les étudiants. Ça se passe comme ça. Bah faut éviter de sortir à telle heure, faut éviter de faire ça à telle, éviter d'aller dans tel endroit. Donc au début, tu te sens seul. Mais avec le temps qui passe, quand le fait de voir aussi d'autres personnes qui sont comme toi, tu te dis, bah, qui ont quitté leur pays pour venir ici, bah, aujourd'hui, ils sont bien, donc ça veut dire que, bah, ça se passe bien. Donc, moi, ça a beaucoup, beaucoup joué aussi le fait que je sois, bah, déjà dans une famille et aussi que je rencontre des étudiants sénégalais qui étaient là depuis quelques années ou d'autres plus longtemps qui ont fondé une famille, qui ont fini les études et qui y travaillent aujourd'hui. D'accord. Donc, Ok. tout ça fait du bien. Et alors, bah, raconte-moi un petit peu, c'est quoi la suite de ton parcours? Alors là, on est quoi? On est en 2010, 2011, un truc comme ça? Oui. Bah, avant de passer à Paris, j'ai une petite anecdote rigolote à te raconter.
ma copine sénégalaise, Fatou, qui habitait avec des étudiants sénégalais. Une fois, en fait, à Lille, ma tante là, elle habitait, il y a un quartier qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est une rue où il y a que des boucheries, des boutiques arabes. Et en fait, ce jour-là, il y avait la grêle. Donc, si t'as jamais vu la grêle, c'est impressionnant. Ah oui, c'est clair. Et les gars, en fait, passent dans la rue. Dès qu'ils rentrent dans la rue, la grêle commence. Donc, du coup, ça faisait vraiment comme des morceaux de glace ou du gros sel. Et là, en fait, c'est fou parce que dès qu'ils sont rentrés dans la rue, la grêle a commencé à tomber. Et là, ils ont dit, oh là là. En fait, ils couraient parce qu'ils savaient pas d'où ça venait. Ils disent, mais c'est quoi ce truc? Et eux, ils en avaient jamais vu aussi. C'est quoi ce truc? Du coup, ils couraient. Et il y en a un qui a ramassé pour voir ce que c'était. Il dit oh là là, c'est les Arabes qui sont en train de nous jeter du gros sel. What? Et là, il me raconte, j'ai dit, mais vous êtes con ou quoi? Comment ça se fait? Il dit, mais t'as vu la taille? Mais t'as vu la taille? T'as vu la taille des trucs? Mais c'est des glaçons. L'autre qui dit, bah non, c'est pas des glaçons, c'est du gros sel. T'as pas vu les gros sels ici? En France, le sel, il est vraiment gros, quoi. J'ai dit, oh là là, les gars. La vache. Énorme. Donc c'est, quand j'y pense, ça me fait rire. Bah ouais, tu m'étonnes. Aïe, aïe, aïe. Et alors, raconte-moi, c'est quoi la suite donc, de ton parcours? Donc la suite, c'est la région parisienne. Donc je suis retournée à Paris. Mais là, c'était plus pour faire du droit, mais pour retourner à ma formation initiale en logistique. Donc, je me suis inscrite à une IUT, donc qui était à Tremblay en France, donc hyper loin le truc. Et donc là, j'habitais chez mon oncle. Donc, je suis revenue chez mon oncle avec sa femme et les filles. Donc, je suis arrivée là-bas en 2011, fin 2010, début 2011, septembre 2010, ouais, juste après la fin des cours, donc juillet-août. Donc là, c'était un nouveau départ. En plus, il y avait mon copain qui n'habitait pas loin. Mais pour se voir, c'était très, très compliqué. Parce que chez nous, encore une fois, les Sénégalais, c'est, ah là là, le mec, faut faire attention, nanani, nanana, parce que tu peux tomber enceinte. Parfois, aujourd'hui, quand j'y reprends, je me suis dit, purée, mais on nous vend vraiment parfois du blabla, quoi. Donc, pour voir mon mec, c'était très compliqué. Ah, d'accord. Fallait demander la permission à mon oncle, fallait lui demander 2 semaines à l'avance. Si tu attends 2 jours pour lui demander, il va te dire, bah non, parce que lui, il me vendait le truc, oui, mais moi, t'es sous ma responsabilité. S'il t'arrive quelque chose, qu'est-ce que je vais dire à ta mère? Oui. Mais je vais pas faire non plus n'importe quoi, quoi. Je vais pas traîner dehors jusqu'à X heures. Donc, c'était très compliqué pour se voir. Donc, tu passais ton temps à dire, je suis là alors que t'es pas là, t'es ailleurs. Comme la plupart quand tes parents ne veulent pas que tu sortes. Et donc, du coup, on fonctionnait comme ça. J'ai fait mon DUT. Lui aussi, il faisait ses études à côté. Et franchement, j'ai passé de belles années. Et jusqu'en 2014, là, j'ai déménagé pour prendre une chambre étudiante. D'accord. Ah ouais, donc t'es quand même resté un moment ouais. Chez lui. D'accord. Je suis restée 4 ans, ouais. Ouais. Mais à la fin, j'en pouvais plus, quoi. C'est devenu compliqué. Et donc là, j'ai pris ma chambre étudiante et là, c'était une nouvelle vie qui commençait. Après, moi, la chance que j'ai eue, c'est qu'avec mon oncle, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Parce que nous, l'éducation qu'on a au Sénégal sur certaines choses, c'est très différent d'ici. Par exemple, chez nous, quand un adulte te parle ou quelqu'un soit tes parents ou ton prof ou même ton employeur, faut baisser les yeux, faut pas regarder, faut pas fixer. Parce que si tu regardes la personne droit dans les yeux, ça veut dire que tu essaies de le défier. Donc, c'est très mal vu. Donc, tout ça, moi, c'est des codes que j'avais pas. Donc, tout ça, mon oncle a dû me l'apprendre. Il m'a dit, en fait, ici, les gens, quand ils te parlent, faut les regarder droit dans les yeux. Faut pas baisser la tête. Faut pas baisser les yeux parce que, c'est pas bon, quoi. C'est mal vu. C'est le contraire. Et donc, tout ça, c'est des choses que tu dois apprendre. Parce que sinon, tu t'en sors pas. Et au début, c'était très compliqué. Mon oncle, c'est quelqu'un qui a du caractère. Donc, qui m'a aussi forgé sur ça. Que quand tu travailles quelque part, même si c'est les profs, il faut te faire respecter, c'est primordial. Si tu te fais pas respecter, là, tu te fais bouffer. Donc, le respect, c'est te dire bonjour, s'il te plaît, merci. Donc, c'est la base, quoi. C'est la base. Et aussi, il m'a appris aussi que le fait d'être étrangère, il y a des gens qui jouent sur ça. Qui vont essayer de te rabaisser, en fait, t'es pas du tout valorisé. C'est pas tout le monde, mais ça, c'est des choses que moi, j'ai rencontrées. Et heureusement, c'est des choses qu'il m'avait appris. J'ai su remettre les choses à leur place ou remettre la personne à sa place, quoi. Mais c'est pas évident.
C'est pas évident quand tu viens d'arriver et que tu connais pas encore les codes du pays, c'est très très compliqué. Et alors, comment est-ce que ça a évolué, justement? Comment est-ce que tu as fait pour apprendre tout ça et découvrir tout ça? Bah déjà, par rapport à lui, ce qu'il m'a appris, je regardais aussi autour de moi ce qui se passait, les étudiants. Après, il y a quelque chose que j'ai jamais voulu faire et c'est marrant parce que je l'entends souvent les gens le dire dans les histoires dans les personnes que tu rencontres, qu'ils voulaient pas aller, par exemple, les Français qui vont à l'étranger, ils veulent pas se retrouver entre Français. Moi, c'est quelque chose que je voulais pas aussi. Parce que quand j'habitais chez ma tante, il y avait une association d'étudiants sénégalais. Ma tante m'a dit, ah, tu t'inscris pas? J'ai dit, non, 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 moi, je suis pas venue ici pour fréquenter que les Sénégalais, ça sert à rien. Si je vois pas dans ce cas, je préfère rester au Sénégal. Et elle m'a dit, OK. Donc, du coup, elle m'a dit, OK, elle a pas insisté. Donc, moi, c'est quelque chose, ça m'a jamais, je me suis dit, bah, si je dois aller à l'étranger pour fréquenter que les gens de ma culture, bah. Bah oui, mais en même temps, on passe beaucoup par là avec cette idée initialement de dire ah non, 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 moi je pars à l'étranger pour découvrir notre culture. Mais en même temps, sur la durée, c'est aussi ces liens-là qui peuvent te permettre de garder Ah oui, c'est ta sûr. culture aussi, ton lien avec ton pays, avec. Moi, je vois, je passe par les traditions en fait qu'on peut célébrer tout au long de l'année. Je vais pas rentrer en France à chaque fois qu'il y a une fête que j'ai l'habitude de fêter quand j'étais en France. Et ça permet de la transmettre aussi. Maintenant, toi, t'es maman aussi à tes enfants. Enfin, je sais pas si c'est un truc que tu partages ou si t'es resté sur ce non hors de question. Non, non, non. En fait, moi, j'adore la culture sénégalaise. J'ai des copines sénégalaises et il y avait aussi ma tante. Donc, tout ce qui est fête, quand c'est l'Aïd ou le Ramadan, on passe, c'est des moments que comme tu dis, tu peux pas aller à chaque fois au pays pour faire les fêtes avec ta famille. Donc, c'est des moments que moi, je passe avec ces personnes. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je voulais pas avoir que des amis sénégalais. D'accord, ouais, je comprends. Ou, par exemple, parce que je voyais les personnes qui étaient dans ces associations, bah, il y avait que ça, quoi. Il y avait pas les autres cultures, ça compte pas. Il y avait que, oui, qu'on se fréquente entre Sénégalais. On veut pas autre chose. On veut pas se mélanger. Moi, c'est ça que je voulais pas. Mais sinon, ouais, je fréquentais des Sénégalais. Bah, déjà, ma tante, elle est sénégalaise. Je vivais dans une maison chez des Sénégalais. Il y avait des étudiants qui venaient. Mais les trucs pas de zéro. Voilà, c'est ça. Mais les trucs d'association, non, ça, c'était pas du tout, ouais. C'était pas du tout mon truc. Et alors, tu nous le disais en introduction, tu es aujourd'hui mariée et maman d'une petite fille. Ton mari est sénégalais ou pas du tout? Rien à voir? Ah non, lui, il est français, il est blanc. Donc, du coup, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et surtout, avant de parler de lui, bah, du coup, mon ex, on est restés ensemble jusqu'en 2014. Donc, jusqu'à ce que tu prennes ton indépendance, en gros. Bah, c'est ça. En fait, c'est marrant parce que c'est quand j'ai eu mon indépendance qu'on s'est séparés. Alors que quand j'étais chez mon oncle, c'était très compliqué. On se disait tout le temps, oui, quand t'auras... Parce que moi, j'idéalisais aussi le fait d'avoir ma chambre étudiante, d'avoir chez moi, de faire ce que je veux, dormir quand tu veux, manger ce que tu veux. Et on se disait tout le temps, oh là là, le jour que j'aurai ma chambre, on va bien profiter, on va faire ce qu'on va, on va sortir, on va faire des trucs. Et quand j'ai eu ma chambre, bah, on s'est séparés. Et là, bah, c'était une nouvelle vie qui commençait. Donc, du coup, tu as découvert la vraie vie seule. Ouais. Ou t'as en fait, non, personne. J'ai pas profité longtemps parce que j'ai connu mon mari quelques temps après. Juste après avoir aménagé, je l'ai connu quelques mois après et bah, j'allais chez lui, mais là aussi, c'est une autre histoire parce que comme en tant que Sénégalais, tu peux pas vivre avec ton mec, ton copain avant le mariage. Donc moi, quand je l'ai connu, bah, je pouvais pas vivre avec lui, quoi. C'était compliqué au niveau, même si j'habitais toute seule, je pouvais pas, bah, j'avais ma famille ici, donc j'avais de la famille ici, tu peux pas dire, ah non, je laisse ma chambre, je vais vivre avec mon mec, on va dire, mais non, toi, tu te crois dans quel, tu te crois où, toi? C'est pas parce que t'as ta chambre que t'es une grande fille, hein, tu te calmes, quoi. Ouais, c'est intéressant, c'est super intéressant. Et alors, raconte-moi un petit peu la suite de ton aventure, parce que du coup, là, on arrive sur les 10 dernières années, ou un peu moins. Ouais. Donc, du coup, mon mari, je l'ai connu en 2014 sur un site de rencontre. Jamais j'aurais cru aller sur ces sites pour trouver quelqu'un parce que, encore une fois, au Sénégal, c'est pas des choses bon, à l'époque, c'était pas des choses qui existaient au Sénégal, bon, peut-être maintenant. Du coup, c'était très mal vu, une femme qui s'inscrit sur un site, ça fait trop la femme qui galère, qui va trouver le mec et tout.
Donc, moi, quand j'ai aménagé, en fait, dans ma résidence, j'avais une copine. Donc, mon ex, ils étaient un groupe de potes. Et il y avait un de ses potes, donc sa copine était venue en France aussi pour poursuivre ses études. Et nous deux, on était très, très proches. Et elle habitait chez sa tante. C'était compliqué. Après un moment, elle s'est dit, elle va chercher une chambre. Sa mère, c'est pareil, était d'accord. En fait, on a déposé nos dossiers en même temps. Et là, nos chambres étaient collées. Donc, elle, c'était le numéro 15 et moi, c'était le numéro 16. Et du coup, ma copine que je connaissais à Lille, donc Fatou, était venue nous voir un week-end. Et là, elle nous dit, oh là là, oh, ça vous dit qu'on fasse, qu'on aille sur les sites de rencontres? Et non, et moi, je dis, ah non, ça fait trop, moi, je vais pas chercher le mec, c'est le mec qui doit venir me chercher, quoi. Elle nous dit, mais non, c'est juste pour rigoler, vous verrez, on va bien rigoler et tout. J'ai dit, ouais. Du coup, on s'est inscrit. Et c'est vrai qu'au début, tu rigoles, mais tu vois ces trucs, tu vois des mecs qui te proposent parfois des trucs, tu te dis, mais c'est des choses, toi, tu savais même pas que ça existait, quoi. Ouais. Des trucs tellement bizarres, je dis, mais ici, il y a que des malades et tout. Et après, j'ai connu mon mec via ce site, et c'était pas du tout prévu, mais ce qui m'a attiré, c'est le côté qui était plus respectueux. C'était pas, là, t'es bonne, parce que d'habitude, quand tu t'inscris comme ça, tu te prends des commentaires, oh là là, t'es bonne, t'es sexy, des trucs comme ça, et toujours l'image de la femme, quoi. Et lui, en fait, c'était pas du tout ça. Je me rappelle, à l'époque, je commençais ma licence, donc la 3e année. À l'époque, je cherchais une entreprise pour faire en alternance. Donc, du coup, j'avais reçu une offre j'avais passé un entretien, je sais même pas pourquoi j'ai été à cet entretien, parce que c'était pour être commercial, et moi, c'est pas du tout mon parcours. Et en fait, on est resté 15 jours à parler sans se voir, donc ça m'a rassurée. Je me suis dit, au moins, c'est pas le mec qui est là que pour le sexe ou pour autre chose. Du coup, quand on s'est vu, je dis, j'ai passé un entretien pour être commercial. Il me dit, mais j'ai dit, bah non, je sais même pas pourquoi je suis allée à ça. Et après, on s'est vu, on est allé chez lui et tout, on a papoté. Après, je suis rentrée. Et là, il me dit, mais tu vois, si tu veux, je peux regarder des offres pour toi. Et en fait, quand je suis arrivée chez lui, je savais plus comment le mec s'appelait, parce que j'ai échangé avec plusieurs. Je me suis dit, mais c'est quoi son prénom? Ah, j'adore. En fait, mon mec s'appelle Geoffrey, et moi, je pensais qu'il s'appelait Gauthier. Et là, j'arrive, je dis Gauthier. Il me dit, mais pourquoi tu m'appelles Gauthier? Je dis, bah, t'appelles pas Gauthier. Il me dit, ah non, là, ça se voit que c'est la meuf qui a parlé à plusieurs mecs. Et j'étais gênée. Et du coup, je lui dis, mais non, t'inquiète, je connais ton prénom, c'était juste pour rigoler. Alors que non, je connaissais pas du tout, mais tellement j'étais gênée. Et du coup, là, il me propose, il me dit, bah, regarde, il y a la SNCF qui propose des postes en alternance. Donc, du coup, il m'a envoyé par mail. Et c'est là que j'ai su qu'il s'appelait Geoffrey. Et le pauvre. Je te jure. Le pauvre. Et en fait, le fait qu'il m'ait proposé ça, je me suis dit, c'est pas mal, parce qu'au moins, c'est un mec qui veut que tu réussisses, qui cherche pour toi. Parce que moi, avant, avec mon ex, j'avais pas ça. C'était plus moi qui étais derrière lui, parce que c'était un fils à papa, bah, c'est moi qui étais derrière lui, il faut trouver un job, il faut faire ci, je lui faisais son CV, j'ai postulé pour lui. Et c'était l'enfer. Et quand j'ai eu lui qui a fait le contraire, et je me suis dit, mais en fait, pour moi, c'était pas normal, alors que non, c'est ce qui est normal. Ouais, bien sûr. Et là aussi, tu vois un choc de culture, parce qu'on est de cultures différentes. Donc là aussi, tu te rends compte, il y a des choses, bah, on se comprend pas sur certaines choses, parfois sur des blagues, et c'est sur des détails, mais parfois c'est trop drôle. Encore maintenant, du coup? Ouais. Genre, t'as des exemples de trucs que vous captez pas Ah, j'ai honte de le dire. Bah, tu sais, au Sénégal, on aime bien faire des blagues, te comparer, t'es maigre comme tel, t'es maigre, t'es ci comme ça. Et en fait, au Sénégal, on aime bien dire t'es maigre comme un squelette. Ça veut rien dire, tu vois, mais nous, on aime bien dire ça. Et une fois, je sais pas ce qu'on disait, et je lui dis, oh là là, t'es maigre comme un squelette. Il me dit, c'est quoi ça? Je dis, bah, un squelette. Il me dit, oui, un squelette, mais tu me comprends, un squelette? Et du coup, je lui dis, mais ça te fait pareil? Il me dit, bah non, c'est pas drôle. Je dis, ah bon? Je dis, bah chez nous, c'est très drôle. Il me dit, ok. Ou bien parfois, lui, il fait des blagues, et moi, je dis, mais chérie, c'est nul ta blague. Il me dit, bah non. Je dis, ok. Surtout quand je suis avec mes beaux-parents, je dis, ok, je comprends pas votre blague. Et tu te dis, ouais, parfois c'est compliqué, hein. Et alors, c'est quoi le quotidien d'une famille multiculturelle ou interculturelle en France qui élève justement une petite fille?
Comment ça se passe? Je te pose la question parce que je sais que tu n'envisages pas ton futur forcément en France, mais pas non plus de retour au Sénégal, puisque un de tes rêves, c'est de vivre au Danemark. Et C'est oui. ça? Oui. Alors raconte-moi un peu. Bah, C'est encore plus blanc comme pays, je pense. Non? ouais. Mais moi, j'aime pas la chaleur. Ah, Je d'accord. déteste quand il fait chaud, je souffre. Et mes collègues me disent, Ah oui, ton enfance a dû être dur alors. en fait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est installé il y a pas Ah ouais, longtemps. une fois que t'es arrivée ici. Mais en France. il y a quelques années, quoi. Et du coup, quand Ouais. je dis ça à mes collègues, ils me disent, mais toi, t'es une fausse africaine, une africaine qui n'aime pas la chaleur. Et je dis, c'est pas parce que vous êtes blanc que vous aimez la neige, hein, donc arrêtez vos trucs de oui, t'es une fausse africaine parce que t'aimes pas la chaleur. Un couple multiculturel, c'est pas évident tous les jours, comme je te disais. Bon, après, les blagues, ça c'est rien, mais nous, en fait, moi, je suis juste, comme je te disais, moi, je suis de religion musulmane pratiquante. Et lui, c'est pas de la religion, c'est pas du tout son truc. Donc, quand on s'est connus, moi, c'était important qu'il respecte mes choix et que moi aussi, je respecte ses choix. Ça, c'était vraiment la base. Et comme je te disais, moi, j'avais pas le droit de vivre chez lui avant le mariage, mais je le faisais quand même. Mais quand quelqu'un de ma famille m'appelait, ah, t'es où? Je suis chez moi, mais je disais jamais que je dormais chez lui. Donc, comme j'avais une pote avec qui j'étais proche, donc elle, je lui laissais mes clés, comme ça, quand il y avait des courriers, elle me les récupérait, elle me disait, il y a ça. Et ce qui fait qu'aussi, j'ai pas beaucoup profité de ma chambre étudiante, parce que j'étais plus chez mon mec à l'époque que chez moi. Donc, on se connaît en 2014. En 2015, moi, je lui ai dit que c'était compliqué pour moi de mentir tout le temps à ma famille en leur disant que j'étais chez moi alors que j'étais pas chez moi, ça me mettait mal à l'aise. Et je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire le mariage religieux? Ça t'engage à rien, il n'y a pas de civil ni rien. Le jour où ça va pas, on peut se séparer, c'est facile. Enfin, ça t'engage quand même un petit peu moralement, quoi. Oui, c'est quand même une valeur au fait de se marier, quoi. Oui, ça t'engage, mais je veux dire, il n'y a pas de procédure comme si tu fais un mariage civil. Oui. Ouais, d'accord. C'est par rapport à ça que je voulais dire. Et du coup, il m'a dit oui, mais moi, si on se marie, je vais devoir me convertir et tout, à la religion. Je dis non. Et en fait, il faut savoir qu'avant de connaître mon mec, j'avais connu un gars avec qui ça marchait très très bien, super super bien nous deux. Mais en fait, pourquoi on n'est pas restés ensemble? Parce que lui, il est bouddhiste et moi, je suis musulmane. Et c'est là que tu te rends compte en fait, parce qu'au Sénégal, nous, on n'a pas ce souci de religion, même s'il y a des catholiques, il y a des musulmans. Bon, c'est rare de voir un catholique et un musulman se marier. Mais c'est quand je suis arrivée en France que j'ai été plus confrontée à ça. Même si au Sénégal, ça existe vraiment, vraiment. Il y a des histoires parfois qui se terminent mal parce que les parents ne veulent pas par rapport à la religion. Mais moi, j'ai jamais été confrontée à ça. Bien vrai que j'ai grandi dans deux religions différentes, c'est-à-dire chez ma tutrice qui était catholique et ma famille maternelle qui est musulmane. J'ai jamais été confrontée à ça. Mais quand j'ai connu ce gars et qu'il m'a dit... moi, je peux pas rester avec toi parce que t'es musulmane. J'avais pas compris au début. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, mais chacun fait ce qu'il veut. Il me dit, non. Parce que moi, j'ai un copain, et là, il me dit, qu'il a un copain qui est sénégalais, qui était musulman et qui se convertit au bouddhisme. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et en fait, sa famille l'a rejeté. J'ai dit, quoi? Il me dit, donc, toi, t'es musulman, je vois que tu pratiques, je vais pas te demander et moi, c'était violent, j'ai dit. Et du coup, notre relation s'est arrêtée là parce que lui, il s'est dit, ça va être compliqué, c'est mieux qu'on arrête là avant que ça aille loin. Et toi, ta famille, elle a réagi comment quand tu t'es mis avec Geoffrey? Au début, ils n'ont rien dit parce que moi, dans ma famille, du côté de mon père et même du côté de ma mère, il y en a beaucoup qui sont mariés à des Français. Donc, c'est pas nouveau. Et moi, j'ai dit, je leur ai dit, écoutez, je sors avec quelqu'un, c'est un blanc, il est pas catho, il est pas musulman, la religion, c'est pas son truc. Donc, nous, on parle de mariage religieux, comment ça se passe? Ils m'ont dit, est-ce qu'il veut se convertir? Et je lui dis non. Et moi, je ne vais pas l'obliger à se convertir parce que la religion, c'est quelque chose de très personnel. Chacun fait comme il veut. Et déjà, lui, quand j'allais chez lui, moi, je faisais mes prières. Je lui demandais si ça le dérange. Il me dit, non. Et une fois, je me rappelle, je lisais mon livre de Coran. Et là, il m'a dit, c'est bien. Toi, quand tu vas mourir, tu vas aller au paradis. Et je dis, pourquoi tu dis ça? Il me dit oui parce que tu pratiques, tu crois à quelque chose. J'ai dit non. J'ai dit la religion, elle sert pas à ça. C'est pas parce que tu pratiques ou tu crois en Dieu que tu vas aller au paradis. Non, j'ai dit le paradis, c'est ce que toi tu transmets, les bonnes choses que tu fais, c'est tes actes qui t'amènent au paradis. J'ai dit la religion, son objectif c'est de te mettre dans un droit chemin à ne pas faire du mal.
J'ai dit, ça sert qu'à ça, mais ça te ramène pas au paradis ou en enfer. Il me dit, ah ouais. Et là, il m'a dit, bah, j'aime bien ta vision de la religion. Moi, un jour, si je devais me convertir, si je devais être sur la religion, que ce soit musulman ou catholique, j'aimerais être comme toi. Que ça soit pas quelque chose que tu imposes aux autres ou quelque chose que tu dis, bah, si t'es pas comme ça, bah, t'es pas bon ou t'es quelqu'un de mauvais. Bah, déjà, il me dit, bah, donc, moi, je respecte. Et déjà, moi, ça m'a réconforté en me disant, bah, au moins, il a une ouverture d'esprit qui fait que, bah, bien vrai qu'on soit différents sur ça, ça posera pas de problème. Et aujourd'hui, ça pose aucun problème entre nous. Donc, quand j'en ai parlé à ma famille, ils m'ont dit, oui, est-ce il va se convertir? Je leur ai dit, bah, non. Moi, vu la façon dont la vision qu'il a de la religion, moi, je veux pas qu'il se convertisse. Si un jour il veut, oui. Mais là, je vais pas l'obliger à se convertir parce que moi, je suis musulman. Je dis, non, moi, je veux pas de ça. Du coup, ils ont respecté. Il faut savoir que moi, mon grand-père paternel était imam. Donc, c'est une famille très, très religieuse. Donc, mon père, quand je lui dis que, bah, je veux me marier avec un blanc qui n'est pas lui, c'était oui, mais tu te rends compte, parce que la plupart du temps, ils le font parce que la religion l'exige, mais il y a aussi, qu'est-ce que les voisins vont dire, qu'est-ce que la famille va dire. C'est plus cette pression sociale qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui obligent leur mari à se convertir ou leur femme, alors que les gens, ils croient à rien, quoi. Donc, moi, j'explique à mon père, parce qu'en fait, mon père, ce qui l'inquiétait, c'est que si je me marie avec quelqu'un qui n'a pas du tout la même religion que moi, ou même là, déjà, il y a la culture qui est différente, en fait, que je sois perdue. C'est-à-dire que je délaisse mes racines, mes valeurs, tu vois. Et je dis, bah non, j'ai dit, vous m'avez élevé, vous savez comment je suis, c'est pas parce que je suis avec quelqu'un que je vais oublier tout ce qu'on m'a appris. Et je dis, non, moi, je veux qu'il respecte, et moi, je vais respecter aussi son choix. Du coup, on a fait le mariage religieux, on l'avait fait chez un de mes oncles. Donc, en fait, c'est mes oncles qui ont été à la mosquée qui l'ont représenté. Et on a fait un mariage religieux, c'était vraiment chouette, quoi. On a passé un bon moment. Il était habillé en tenue sénégalaise, c'était chouette. Trop chouette. Et lui, dans sa famille aussi, t'as été bien accueilli? Oui, au début, c'était pas facile, surtout avec la belle-mère. C'était très, très compliqué. Parce que elle a une vie, en fait, c'est dommage parce que c'est des gens qui ont beaucoup voyagé. Mes beaux-parents, mais c'est des gens qui, surtout ma belle-mère, elle a l'image de quand t'es noir ou quand t'es arabe, quand tu te mets avec un blanc, c'est pour l'argent ou il y a toujours un intérêt derrière. D'accord. Donc elle croyait pas à votre relation au début, quoi. Non, elle a dit plusieurs fois à son fils, oui, elle est avec toi pour l'argent, sachant que moi, quand j'ai connu Geoffrey, j'étais étudiante. Donc Geoffrey est plus âgé que moi, donc lui, il avait déjà une vie stable, il travaillait, donc pour elle, si je suis avec lui, c'est pour son argent. Je lui dis, mais de quel argent tu parles? Il travaille, il a un salaire correct. Si c'était que ça qui m'intéressait, j'allais prendre un mec friqué. Mais là, c'est pas le cas, quoi. Mieux, quoi. Voilà, donc là, calme-toi. Du coup, nous deux, c'était très, très compliqué. Même quand on a voulu se marier civilement, elle voulait pas. Ah oui, elle a dit des choses. Mais comme elle a vu que même quand on a décidé de se marier, ils ont dit oui, pourquoi se marier tout de suite, nanani, nanana. Donc nous deux, au début, c'était compliqué. C'était très, très compliqué. Mais aujourd'hui, c'est plus apaisé. Ah oui, c'est plus apaisé parce que je me suis pas laissée faire aussi. Je leur ai montré que c'est pas parce que je suis plus jeune que mon mari que je veux dire qu'on n'a pas du tout la même éducation, les mêmes valeurs. C'est pas parce que c'est comme ça ou qu'on est de cultures différentes que ils savent que moi, comme j'ai dit à mon mari, moi, ce que je veux pas qu'on me fasse, je le fais pas aux autres. Par contre, je vais pas accepter qu'on me fasse des choses. Voilà, je me gêne pas pour dire non ou pour stopper. Donc ça m'a beaucoup aidé parce que si j'étais du genre à dire oui à tout, là, elle m'aurait bouffé. Pour revenir à ma question précédente, donc on a compris que tu n'aimais pas trop la chaleur. Qu'est-ce qui fait que... Alors j'ai compris que tu veux aller au Danemark, mais qu'est-ce qui fait en fait finalement que tu n'envisages pas ton futur en France? En fait, c'est quelque chose que j'ai ressenti quand ma fille est née. Parce qu'avant, les voyages, c'était pas... Par exemple, moi, quand j'étais étudiante, j'ai jamais voyagé. Durant tout mon parcours universitaire, j'ai pas voyagé. Aujourd'hui, parfois, je me dis, je regrette, j'aurais dû. Mais bon, je me dis, j'aurais dû, ça n'arrange pas les choses. J'ai pas voyagé, mais j'ai fait de très belles rencontres. J'ai fait des choses aujourd'hui auxquelles j'ai gardé de très bons souvenirs. Donc, faut pas regretter. Donc, je voyageais pas avant. Mais je sais pas, depuis que ma fille est née, j'ai envie de voir autre chose.
Parce que je me dis, c'est triste de vivre dans un pays toute une vie. Sans voir autre chose, sans connaître autre chose, je me dis, c'est triste. Surtout quand tu as les moyens et tu as les possibilités de le faire. Mais carrément d'aller vivre ailleurs ou d'aller maintenant justement voyager, comme tu dis, tu pourrais voyager maintenant avec ta fille, ton mari? Déjà, voyager, moi, avec ma fille, j'ai envie de découvrir le monde. Je me suis dit, si j'avais gagné au loto, j'aurais arrêté le boulot et là, on va voyager. Ouais. Faire que ça, parce que c'est quelque chose aujourd'hui que j'adore. Et pourtant, j'ai pas été élevée, je voyageais pas quand étant petite ou même avec mon mec. Mon mec, il a voyagé beaucoup avec ses parents, mais maintenant, c'est pas son truc. Il me dit, voyager, gna 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 gna. Donc, quand c'est les vacances, on reste en France. Mais voyager à l'étranger, aller vivre ailleurs, lui, pour le moment, c'est pas son truc. Et moi, je lui dis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Et je lui dis, si aujourd'hui, ou si d'ici quelques années, je meurs et que j'ai pas fait, ce serait un truc que je vais dire à... Si là, on vient me dire, aujourd'hui, ta vie, elle va finir dans 5 minutes, qu'est-ce que tu as regretté? Et moi, je lui dis, j'aurais regretté de ne pas voyager, de ne pas découvrir le monde, quoi. Et surtout quand je lui dis, et en fait, c'est ce que je lui dis, en fait, on a la possibilité. Aujourd'hui, voyager, c'est pas un luxe. Si tu travailles, tu as une situation normale, tu peux voyager. Alors que quand tu viens en Afrique, par exemple au Sénégal, voyager, c'est un luxe. C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Je dis donc, ces personnes, ils peuvent pas se permettre de dire, je veux le faire, je vais le faire. Non. Parce que déjà, il y a l'histoire du visa qui est très, très compliquée. Il y a, financièrement, ça coûte hyper cher. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas, parfois, le problème, c'est même pas l'argent, mais c'est les visas. Moi, par exemple, à notre mariage, ma mère, elle a pas pu venir parce qu'on lui a pas donné le visa. Ah, waouh. Okay. Alors qu'elle travaille, elle a une bonne situation, mais on lui a refusé le visa sans raison. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, en fait, même si tu as une bonne situation, ça dépend pas de toi. Ouais, tu te sens pas complètement installé quoi, chez toi, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que ma tutrice, elle a pu venir. Elle a pu assister à mon mariage et mon papa, il n'est pas venu, il est décédé, lui, quelques semaines avant le mariage. Donc, ce qui fait que c'était très, très, très dur, quoi. Même si j'ai la famille, de se retrouver seule, loin des personnes qui t'ont élevé, qui t'ont inculqué des valeurs, c'était très, très compliqué. Maintenant, ça va faire 14 ans, du coup, que tu vis en France. Est-ce qu'il y a un petit truc, un petit conseil, une petite phrase, un petit mantra que tu pourrais chuchoter à l'oreille de la Nafissatou d'il y a 14 ans? Sois toi-même et sois libre. Sois toi-même dans le sens où, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et que j'ai dû parfois faire face pour être acceptée ou être aimée par les autres. Mais ça aussi, c'est par rapport à mon parcours, le fait de ne pas avoir les parents. Et moi, c'est ce que je dis aujourd'hui à mes copines. Je dis, même si c'est très, très difficile, gardez vos enfants pour vous. Gardez vos enfants avec vous. Parce que nous, au Sénégal, on a l'habitude, par exemple, moi, ma mère, elle est partie, elle m'a laissé sa mère ou à ma tutrice. Elles se sont très bien occupées de moi. Franchement, j'ai absolument rien à leur reprocher, mais la base de famille, ça, je l'ai pas. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me manque beaucoup, ce qui fait que, maintenant, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, mais quand j'étais plus jeune, moi, je me sentais perdue, j'avais pas confiance, j'étais quelqu'un qui avait pas du tout confiance en elle parce que je savais pas, en fait, à qui j'appartenais. Même si je sais que j'appartiens à personne, mais il me manquait cette base de famille. Par exemple, quand tu vois papa, maman, c'est quelque chose qui me manque. Même aujourd'hui, ça me manque encore quand je vois une jeune fille avec sa mère. Je m'arrête et je les regarde pour te dire à quel point ça affecte ta vie. Et quand j'étais petite, moi, je pensais que j'étais comme Jésus. Et c'est quand je suis arrivée au collège que j'ai compris que non, t'es pas Jésus, t'es toi, en fait. T'es Nafi, Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de tabous. On te dit pas. Donc, moi, quand je me suis retrouvée dans une famille, quand t'es bébé, tu te rends pas compte, mais quand tu commences à grandir, tu vas à l'école et tu vois tes copines qui te disent, moi, mon père, ma mère, et toi, t'as pas ça. Et du coup, on m'a jamais expliqué pourquoi j'avais pas pourquoi j'avais pas mon père, pourquoi j'avais pas ma mère. Du coup, moi, je me suis fait ma propre opinion. Et comme ma tutrice, elle est catholique, donc, chez elle, on regardait des films de Jésus, on te dit, la mère de Jésus, elle est tombée enceinte comme ça, tu vois, le miracle. Moi, je pensais que ma mère, c'était pareil. Je pensais que c'est comme ça qu'on faisait les enfants, tu vois. Et une fois, et j'ai gardé ça jusqu'à 10 ans, 11 ans, quoi. Et une fois, une copine m'a dit, mais c'est qui ton père? Je lui dis,
Je dis, mon père, et je dis, bah, mon père, il habite à côté de chez moi. Il me dit, mais attends, elle est où? En fait, je sais pas, c'est quelle question elle m'a posée. Et en fait, et je dis, bah, moi, je suis comme Jésus. Et là, ils ont explosé de rire. Elle me dit, mais quoi, de quoi tu parles? Je dis, bah, si. Et tu te rends compte, jusqu'à 11 ans, tu crois encore à ça? Et je dis, bah, si, moi, je suis comme Jésus. Elle me dit, mais comment ça, comme Jésus? Je dis, bah oui, parce que moi, ma mère, elle voulait un enfant. Elle a dit, ah, Dieu, je veux un enfant. Et elle est tombée enceinte. Et là, ils se sont regardés, mais elle a fait ça tout a craqué. Je dis, bah non, c'est comme ça qu'on fait les enfants. Elle me dit, bah non. Et c'est là, je me suis dit, mais en fait, j'ai raté quelque chose, là. Elle me dit, bah non, c'est pas comme ça, hein, ça se passe pas comme ça. Je dis, bah si, ça se passe comme ça. Moi, ma mère, elle a dit qu'elle voulait un enfant. Dieu lui a donné un enfant. Et quand je suis née, elle a choisi un homme qu'elle aimait bien pour qu'il soit mon papa. Moi, c'est comme ça que je voyais les choses. Et du coup, j'ai toujours vécu dans l'ignorance sans savoir que j'étais dans l'ignorance. Donc, du coup, ce qui fait que j'avais encore du temps à rattraper. Et quand je suis arrivée en France, j'étais perdue. Même si j'étais entourée, mais j'étais perdue. Il y avait beaucoup de choses qui me manquaient. Ce qui fait que moi, j'allais tout le temps je ne faisais pas avec n'importe qui, mais j'allais souvent vers les autres pour me faire des amis, pour être aimée par les gens. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un, les gens viennent vers moi facilement. Tu vois, mais j'ai toujours cherché à ce que les gens viennent vers moi, à ce que les gens m'apprécient. Et pourtant, les gens m'appréciaient, mais j'avais toujours besoin de plus, de plus, de plus, de plus. Aujourd'hui, je me rends compte, je me dis, waouh, heureusement, j'ai évolué. C'est pour ça, aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis à mon mari. J'ai dit, moi, j'ai envie de voir autre chose. Je suis arrivée en France il y a quelques années. J'ai appris beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et ça, j'en remercierai jamais assez. Mon oncle qui m'a beaucoup bien coaché, ma tante, parce que si j'étais restée au Sénégal, je serais pas la même aujourd'hui. Et ça, je le dis toujours, je le dis, c'est pour ça, c'est bien de voyager, de voir autre chose. Et voyager, c'est pas seulement aller dans des hôtels 5 étoiles. J'ai dit, moi, ça m'intéresse pas. Voyager, c'est aussi quand tu vas quelque part, que tu rencontres les locaux, que tu échanges avec eux. Et c'est comme ça que tu nourris ton cerveau. Moi, j'ai dit, si aujourd'hui j'étais en France, j'étais dans de très bonnes conditions, il y a des choses que j'aurais pas, dans des conditions, je veux dire, luxueuses, où on te chouchoute à tout, j'aurais pas eu cette maturité que j'ai aujourd'hui. Et je dis, moi, c'est ma fille, je l'aime plus que tout, je lui donnerai tout ce qu'il faut, mais j'ai envie qu'elle voit que le monde ne s'arrête pas là. Il y a d'autres personnes qui sont différentes de nous, que ce soit par la couleur de peau, la culture, la religion, et ça rend les gens tolérants. Moi, par exemple, juste un exemple, au Sénégal, tout ce qui est homosexualité, c'est très mal vu. C'est très, très mal vu. Et moi, quand j'étais là-bas, j'étais dans ce mood de, ah non, tout ce qui est homosexuel, c'est, la religion l'interdit, donc c'est très mauvais, c'est pas bon, c'est pas bon. Et c'est là que tu te rends compte, parfois, c'est pas la religion, c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières, des barrages en nous disant, oui, ça c'est pas bon, la religion l'interdit. Non, on fait juste ce qui nous arrange. Pourquoi je te dis ça? Parce que ma tutrice, quand elle est venue à mon mariage, mon mari, il a un copain, qui est homo, donc un couple homo. Ils habitent sur Paris, on devait les voir. Parce que le jour du mariage, on avait fait une cérémonie laïque et c'est lui qui l'avait célébré. Et du coup, mon mari me dit, oui, là, on doit voir Serge. Et tata, parce que ma tutrice s'appelle Louise, mais on l'appelle tata Louise. Tata Louise, tu penses que ça va la déranger comme elle est très catho, nanana. Je dis, bah, je sais pas. Donc, on savait pas comment aborder ce sujet avec elle, parce qu'on voulait pas non plus le mettre devant le fait accompli, bah, c'est homo, et on saurait pas comment elle aurait réagi. Et je lui ai dit, bah, maman, bah, nous, on doit aller chez un ami à Geoffrey, on aimerait bien te le présenter, c'est une personne qu'on adore, c'est une très belle personne. Il est homo, et on sait que toi, la religion, bah, on dit que la religion l'interdit. Est-ce que toi, ça te dérange? Elle nous a dit, bah non, pourquoi ça me dérangerait? C'est pas à moi de juger, qui il est, en fait. Et là, je me suis dit, waouh, et pourtant, c'est quelqu'un qui n'a pas voyagé, qui est à fond chez elle, il y a des photos de Jésus partout, tu vois, jamais on aurait dit qu'elle aurait accepté. C'est pour ça, au début, mon mari m'a dit, ce serait bien quand même, on lui demande avant. Et aujourd'hui, et chaque fois qu'elle nous appelle, oh là là, comment va Serge? Tu lui passes le bonjour, je l'adore, il est gentil, nanana. Et tu vois, et moi, le fait d'avoir voyagé, ça m'a donné une autre perception des choses, parce que si j'étais restée au Sénégal, je serais bloquée dans le truc, oui, ça c'est pas bon, les homos c'est pas bon, les nananis c'est pas bon. Alors qu'aujourd'hui, je suis une autre personne. Et même quand je pars à Dakar, quand je vais voir ma famille, je sens qu'il y a un décalage entre mes tantes et moi, entre ma famille et moi. Ah oui, sur beaucoup, beaucoup de choses. Même la façon d'élever ma fille, parce que j'ai été 2 fois avec elle au Sénégal, mais même sur la façon d'éducation, il y a des choses que moi j'ai eues comme une très bonne éducation, mais il y a des choses qui aujourd'hui ne me correspondent pas, que j'ai pas envie d'inculquer à ma fille,
que j'ai envie qu'elle voit autre chose. Et c'est pour ça aussi j'ai créé mon groupe de parole pour parler de la parentalité dans d'autres cultures. Parce que ici, et par exemple, moi, quand j'ai accouché, je me suis sentie très, très seule. Je me suis sentie, même s'il y avait, on me dit, mais il y avait ton mari, oui, mais c'est pas pareil. Parce que chez nous, c'est très différent. Quand tu accouches, t'es jamais toute seule. T'es toujours entourée de femmes. Donc, c'est des gens qui ont des enfants qui comprennent tes besoins, les mots que tu peux avoir. Alors que moi, ici, tu te sens très seule. Moi, j'étais très triste quand j'ai accouché. Et ma grand-mère, elle n'arrêtait pas d'appeler. Comment tu sens? Comment tu te sens? Comment tu vas faire pour faire à manger? Heureusement, je m'étais préparée. Et ça, c'est quelque chose que j'ai très, très mal vécu. Et surtout que j'ai mal accepté, que j'ai pas bien accepté. Parce que je me suis dit, si j'étais au Sénégal, jamais j'aurais été seule, même si, bien sûr, il y a le mari. Mais il y a des personnes, ils ne comprennent pas. Oui, il y a ton mari, oui. Il y a mon mari, mais il y a des choses... C'est pas pareil, c'est pas les repères avec lesquels tu as grandi aussi. Ouais. C'est ça. Et ça, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai créé mon groupe de parole, pour parler, déjà créer de l'entraide entre les femmes, entre les parents, parler aussi de la culture ici, de la maternité, de la parentalité, de l'éducation en Europe, mais aussi en Afrique. Dire que vous pouvez avoir deux cultures différentes, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui, moi, je suis d'origine sénégalaise, mon mari est français, parce qu'on m'a déjà posé la question, à ta fille, tu vas l'éduquer comment, à la française ou à la sénégalaise? J'ai dit non, il n'y a pas d'éducation de telle ou telle culture. Voilà. Ouais. Je vais l'éduquer avec les valeurs qui me correspondent. Dans les deux cultures, il y a des choses qui me correspondent et d'autres non. Donc moi, je vais prendre le meilleur des deux et c'est ça que je vais lui donner. C'est tout. Hein. Et c'est là la richesse des couples mixtes quand ils ont des enfants. Et moi, ça, je trouve que c'est ça que je dis à mon mari. J'ai dit, mais le fait d'être un couple mixte et d'avoir un enfant, c'est une très, très grande richesse parce que ces enfants, ils ont deux choses à prendre des deux cultures. Et j'ai dit, ça, c'est une richesse que les gens ne s'en rendent même pas compte, quoi. Eh ben, c'est passionnant. Merci beaucoup, Nafissatou. C'était super intéressant. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de partager ton histoire. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci. On suivra ton projet si tu arrives à partir au Danemark dans le futur. Tiens-nous au courant. Et puis, je mettrai le lien vers ton groupe de parole dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle fin de journée. Merci à toi aussi et bonne journée. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Nafissatou Diagne pour son témoignage et sa disponibilité. J'ai passé un très chouette moment avec elle. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ça compte énormément. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Direction vos plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify en tête pour nous donner 5 étoiles et y laisser un petit mot. Mais vous pouvez bien entendu aussi en parler dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, absolument où vous voulez. Ça compte énormément et je vous dis d'avance un grand merci. Bon, et la semaine prochaine, on fait quoi ? La semaine prochaine, je vous propose de découvrir un profil dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Je vous laisse découvrir un extrait. Donc je me dis, dans une semaine, mon visa s'expire, qu'est-ce que je fais ? La porte du Barfly, ça représentait 3 000 €, 4 000 € par semaine avec les tips, ce qui était énorme. Tu vois, quand ça fonctionnait. Même encore maintenant. Ouais. Donc ça, c'était incroyable, et les rencontres et tout. Et de là, si tu veux, je me suis dit, bon, family first, la famille c'est le plus important, je rentre en France. Donc je décide d'abandonner mon rêve américain, je rentre en France, je prends soin de mon père, et de là, c'est là où j'enchaîne l'événementiel, mais avec ce goût amer d'avoir loupé mon rêve. Voilà. Et en plus, la prod, en France, je vois que c'est dur, que c'est une petite famille et tout, que je fais des castings, même pour être animateur. Personne me donne ma chance. Donc, je me dis, j'ai cette idée, si tu veux, à l'époque, au bout d'1 an et demi de relation, ça bat un peu de l'aile et tout. Je me dis, écoute, j'ai un contrat pour un 2e livre avec un autre éditeur sur la vie d'un paparazzi, en fait, pour suivre un paparazzi qui m'avait pris en photo avec cette Miss France. Tu comprends ? Et le mec est à Los Angeles, il fait les plus grandes stars après avoir fait plein de gens à Paris. Je suis resté en relation avec lui. Il me dit, ouais, j'aimerais bien, on écrit un livre et tout. Je me dis, allez, j'arrête, j'appelle mon partenaire, je lui dis, j'arrête la société, je pars en Amérique.
Et si tu veux, je me dis, bon, comme je suis ici, je vais solliciter un petit peu des chaînes françaises et tout. Et de là, je fais la démarche de solliciter 2-3 producteurs que j'avais rencontrés à l'époque, que personne voulait faire des trucs avec moi. Mais du fait que là, j'étais à Los Angeles, j'avais pris une autre dimension. Il y a toujours cet attrait, en fait, pour la vie américaine vue de France. C'est un truc que tu as ressenti? Ouais, toujours, parce que quand tu dis que j'habite à Los Angeles, ça fait, tu vois, ils ont l'impression que tu fréquentes des stars, tu vois Elton John toute la journée, quoi. Mais en fait, quand tu vis dans ça, en vérité, et que tu travailles avec des gens connus, et que, voilà, moi, j'expliquais souvent à mes proches que ma vie, c'est faire du show, et quand le show, c'est fini, j'emmène ma fille à l'école, et je suis chez moi et j'ai pas envie de voir des gens connus à longueur de journée parce que déjà, ils m'intéressent pas et que c'est très dur de se lier des amitiés sur des relations d'intérêt. Voilà, en attendant de prendre la route de la Cité des Anges la semaine prochaine, je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour cette nouvelle histoire. À bientôt!